Madame, bonsoir. Monsieur, bonsoir. Tout est le réel plaisir de vous avoir dans le cadre de Regard sur les communes. Regard sur les communes. Nous parlons des problèmes liés aux collectivités territoriales décentralisées, des différentes thématiques pour vous mettre en plein, on va le dire, au sein des collectivités territoriales décentralisées et tout ce qu'elles engrange comme problématique. Nous essaierons bien sûr d'apporter des réponses à la mesure de nos connaissances et à la mesure des connaissances très souvent des experts que nous avons sur ce plateau. Une thématique nous intéresse ce soir. Nous parlons de la gouvernance familiale et ethnique dans les collectivités territoriales décentralisées. Un thème qui paraît peut-être amusant, mais effectivement, vous allez découvrir qu'au sein des mairies, au sein des régions, il y a encore ce type de gouvernance qui, malheureusement, pourrait être un obstacle pour le développement tant souhaité. Alors, ça sera, bien sûr, par le soin de nos panélistes ce soir. Nous n'avons qu'un seul déjà qui est sur ce plateau, Germain Elonguet. Il est d'ailleurs de la société civile. Germain, bonsoir et merci de nous rejoindre ce soir. Bonsoir Raoul, bonsoir à vos millions de téléspectateurs. Nous allons contribuer à éclairer la lanterne des uns et des autres sur cette thématique. Nous allons pouvoir apporter tout ce qui nous sera possible pour la meilleure compréhension Il faut que je rappelle que vous êtes également, vous portez plusieurs casquettes, hein, parmi lesquelles on parle de qualité quoi. Rappelez-moi ça s'il vous plaît. Qualité, hygiène, sécurité, environnement. Tout à fait, effectivement. Alors, on va peut-être commencer par comprendre ce qu'on entend par gouvernance familiale et ethnique dans les collectivités territoriales décentralisées. Quand on parle de gouvernance familiale, à quoi fait-on référence? Alors, Raoul, je voudrais commencer par la notion de gouvernance. Alors, il s'agit en fait d'un ensemble d'activités qui peut être mise en œuvre dans le cadre de l'organisation et de la réalisation des activités d'une organisation. Donc ça, c'est la gouvernance. C'était une expression, c'est un concept en fait qui a connu beaucoup d'évolution, mais qui a effectivement, je vais dire, connu son apogée au début des années 80 et plus tard des années 90, nous y reviendrons certainement. Alors, deux éléments entrent en jeu dans la compréhension de ce concept. De la gouvernance, du concept de gouvernance. Du concept de gouvernance d'abord, parce que nous allons d'abord parler de la gouvernance en général, et puis nous reviendrons certainement sur la gouvernance familiale et ethnique. Alors, il s'agit d'un concept qui repose sur le principe de l'approche systémique. Et c'est à juste titre qu'on parle plus de système de gouvernance. On utilise beaucoup plus l'expression système de gouvernance, comme pour dire qu'il y a un ensemble d'activités coordonnées là-dedans, structurées d'abord, puis coordonnées pour aboutir à un résultat souhaité. Alors, il faut savoir que c'est un concept qui a connu un certain nombre d'évolutions, un certain nombre de crises. Un certain nombre de crises. Et c'est pour ça que dans certains pays, surtout anglo-saxons, au début des années 80, on est passé d'un système de gouvernance à un nouveau système de gouvernance, juste pour faire face aux différentes crises dans le fonctionnement du système, quoi. Donc, il existe donc plusieurs types de gouvernance en fonction des organismes. Généralement, deux grandes catégories peuvent être citées: la gouvernance publique, avec plusieurs sous-démembrements, et la gouvernance privée. Alors, lorsque nous parlons de la gouvernance publique, nous parlons essentiellement de la gestion de la chose publique. Tout à fait.
Et cela, on le retrouve dans des organisations comme le gouvernement, comme les organisations étatiques. Même les collectivités territoriales décentralisées. Et les collectivités, et effectivement, les collectivités territoriales décentralisées qui sont des gestionnaires de la chose publique. Tout à fait. Et d'un autre côté, on aura la gouvernance privée pour des entreprises privées, pour des associations, on va dire, privées, des ONG, pour des... Et ces associations renvoient souvent à un certain nombre de regroupements, que ce soit ethniques ou bien territoriaux. Et effectivement, on peut également retrouver là-dedans la gouvernance familiale. C'est quelque chose qui appartient à la famille, c'est quelque chose de privé. Et là, on recherche, on organise la famille pour le bien-être de celle-ci, pour le bien-être de ses membres, pour promouvoir, n'est-ce pas, la qualité de vie, on va dire, de ses membres. Très bien. Là, on ne va pas faire tout un cours. Hein. Tout un cours, on ne sommes pas dans des amphis. Vous avez certainement déjà donné l'essentiel. Nos téléspectateurs ont déjà compris effectivement ce que c'est que la gouvernance et les différents types de gouvernance. Vous avez tout à l'heure parlé des gouvernances publiques, gouvernances privées. Nous sommes ici dans le cadre de la gouvernance publique parce qu'il s'agit là des entités étatiques comme les communes, par exemple, les régions qui participent de la vie publique. Des populations. Alors maintenant, entrons tout de suite dans ce qui nous intéresse quand on parle de gouvernance familiale et ethnique. De quoi parlons-nous? Alors, je disais tantôt que lorsqu'on parle de gouvernance familiale, il s'agit d'un ensemble de mécanismes pour gouverner, pour gérer, pour administrer une famille. Et les intérêts, le problème se pose au niveau des intérêts. Les intérêts et la cible, ce sont des membres de la famille. C'est pour eux que l'on travaille, c'est pour leur bien-être et c'est pour le bien-être de la famille. Maintenant, lorsque l'on se trouve dans une organisation publique et que l'on amène un système de fonctionnement qui vise, qui recherche le bien-être des éléments familiaux, alors là, ça va poser problème parce que tous ceux qui sont visés dans... Et c'est ça que nous appelons la gouvernance familiale. Dans cette organisation, dans une collectivité territoriale, n'appartiennent pas à une famille. Donc, ça fait que il va se poser un problème à plusieurs niveaux parce que la gouvernance en elle-même, elle a de nombreux principes. Et que quand les éléments familiaux, les prises en compte des éléments familiaux entrent en jeu, l'objectivité va s'éclipser. La performance ne saurait être l'objectif poursuivi. En plus de cela, le contrôle. Très bien. Alors, on va peut-être suivre le tout premier élément, cet élément qui va d'ailleurs nous renvoyer au cœur des défis des collectivités territoriales décentralisées. Il faudra d'ailleurs relever ces défis, il faudra d'ailleurs les comprendre, les connaître, leur relever. Et pour leur relever, il faut forcément une gouvernance. La gouvernance qui, me semble-t-il, correcte et non la gouvernance familiale et ethnique, telle que nous allons en parler tout à l'heure. Je vous suggère de suivre ce reportage qui nous relaie un certain nombre de défis des collectivités territoriales décentralisées. Et nous revenons pour le déroulement. Les collectivités locales en Afrique sont souvent confrontées à des défis tels que la pauvreté, le chômage, l'insuffisance d'infrastructures et des services de base tels que l'éducation et la santé. Ces défis sont souvent interconnectés et complexes. Par exemple, la pauvreté peut contribuer à la faible qualité de l'éducation et de la santé dans la communauté, ce qui peut à son tour limiter les opportunités économiques et perpétuer le cycle de la pauvreté. Concernant le rôle des collectivités locales dans la mise en œuvre de projets de développement, il faut le rappeler, les collectivités jouent un rôle important
car elles sont les mieux placées pour comprendre les défis auxquels la communauté est confrontée. Elles ont une connaissance approfondie des besoins et des défis locaux, des contraintes et des opportunités pour le développement local. Elles peuvent ainsi jouer un rôle important dans l'identification des problèmes spécifiques à la communauté, tels que la pauvreté, la malnutrition, le manque d'accès à l'éducation et à la santé, le manque d'opportunités économiques, entre autres. Pour enclencher une dynamique de développement, elles peuvent mettre en place des mécanismes de participation citoyenne pour assurer que les besoins et les préoccupations de la communauté sont pris en compte tout au long du processus de développement. Cela peut inclure, par exemple, la tenue de consultations publiques, la mise en place de comités de développement communautaire, la participation des groupes de femmes ou encore des jeunes. Il est important qu'elles soient impliquées dans toutes les étapes du processus de développement. L'implication active des collectivités locales peut également aider à renforcer leur confiance dans le processus de développement et à améliorer leur capacité à s'impliquer dans des projets futurs. Elles doivent également être impliquées dans l'évaluation des projets de développement. Les responsables de développement doivent rendre des comptes aux membres de la communauté sur les progrès et les résultats des projets et prendre en compte les commentaires et les préoccupations des membres de la communauté. La transparence et la responsabilité sont essentielles pour renforcer la confiance des membres de la communauté dans le processus de développement et pour garantir la durabilité des projets. Les collectivités locales en Afrique manquent souvent des ressources financières, techniques et humaines pour mettre en œuvre des projets de développement. Cela peut limiter leur capacité à répondre aux besoins de leur communauté et à travailler efficacement avec d'autres acteurs du développement. La plupart des collectivités locales en Afrique ont des budgets limités et elles dépendent souvent des subventions du gouvernement, ce qui peut être insuffisant pour répondre aux besoins de la communauté. De plus, les collectivités locales manquent souvent de personnel qualifié et de capacités techniques pour planifier, mettre en œuvre et évaluer efficacement les projets de développement. Cela peut les rendre dépendantes de consultants externes, ce qui peut être coûteux et peut limiter leur capacité à mettre en œuvre des projets à long terme. Les collectivités locales en Afrique sont souvent confrontées à des défis politiques et institutionnels. Elles peuvent manquer d'autonomie politique et administrative et être soumises à des politiques et des programmes qui ne sont pas adaptés à leurs besoins locaux. Elles peuvent également être confrontées à des défis de gouvernance tels que la corruption et le manque de transparence qui peuvent entraver la mobilisation des ressources et la participation des communautés locales. La mauvaise gouvernance et la corruption peuvent avoir un impact négatif sur la confiance de la population dans les institutions locales et dans les projets de développement. Cela peut conduire à une résistance de la part de la communauté locale qui peut ne pas vouloir participer au projet de développement en raison de préoccupations concernant la corruption et la mauvaise gestion des ressources. De plus, la corruption peut également entraîner une allocation inappropriée des ressources, ce qui peut aggraver les inégalités et nuire aux groupes les plus vulnérables. Il est donc essentiel de renforcer la gouvernance locale et de lutter contre la corruption pour améliorer non seulement l'efficacité des projets de développement, mais aussi
favoriser l'engagement de la communauté. Cela peut être réalisé en améliorant la transparence, la responsabilité et la participation des citoyens dans la gestion des ressources et des projets de développement, en mettant en place des mécanismes de contrôle et de supervision et en renforçant la formation et les capacités des agents locaux. De plus, il est important de promouvoir une culture de redevabilité et de transparence dans les institutions locales. Les collectivités locales en Afrique sont souvent confrontées à des problèmes de coordination et de collaboration avec d'autres acteurs du développement et cela peut entraîner des chevauchements de projets et une utilisation inefficace des ressources disponibles. Les acteurs du développement peuvent avoir des priorités et des approches différentes pour la réalisation des projets de développement. Ainsi, les collectivités locales peuvent se retrouver dans une situation où elles travaillent sur des projets similaires ou concurrents, ce qui peut entraîner des gaspillages de ressources, de temps et de compétences. Par exemple, une ONG peut mettre en place un projet de développement visant à améliorer l'agriculture dans une région, alors que le gouvernement travaille déjà sur un projet similaire. Les collectivités locales doivent donc travailler à développer des mécanismes de coordination et de collaboration avec les différents acteurs du développement afin de maximiser l'impact de leurs projets et d'assurer une utilisation efficace des ressources disponibles. Les collectivités locales peuvent aussi avoir des capacités limitées en termes de planification et de gestion de projets de développement, ce qui peut les rendre moins compétitives dans l'obtention de financement et des ressources pour leurs projets. Cela peut entraîner des retards dans la mise en œuvre de projets de développement et une utilisation inefficace des ressources disponibles. Elles doivent donc renforcer leurs capacités en matière de planification et de gestion de projets de développement pour améliorer leur compétitivité et leur efficacité dans la mise en œuvre de projets de développement. Dans les prochaines vidéos, nous parlerons de la lutte contre la pauvreté, quelques stratégies mises en place dans cette Merci donc à l'organisation pour cet élément très très intéressant qui nous a permis de connaître qu'il y a autant de défis à relever au sein des collectivités territoriales décentralisées. Avec ce reportage, je voudrais dire reportage décryptage au même moment, nous allons accueillir notre second invité sur ce plateau, Eros Ekwala, agro-environnementaliste. Eros, bonsoir et merci de nous rejoindre sur ce plateau. Bonsoir Raoul, bonsoir à tous les téléspectateurs de DAF Télévision. C'est un plaisir d'être là. Je leur présente mes excuses, indépendamment de ma volonté. Et je suis là pour répondre également présent à cet autre rendez-vous sur les questions de développement local. De toute façon, vous y êtes et ça nous fait beaucoup de plaisir de vous avoir sur ce plateau. Vous avez suivi comme nous tout à l'heure ce reportage qui marque quand même un certain nombre de défis que devront relever les collectivités territoriales décentralisées. Est-ce à dire de façon claire qu'il n'y a donc pas de place pour les roublards? Non, ce n'est pas forcément ce que cela signifie, mais il faut reconnaître que à l'état actuel des choses, avec l'avènement de la décentralisation et des transferts des compétences, justement, nos collectivités territoriales décentralisées ont pas mal de difficultés, pas mal de contraintes pour l'atteinte de leurs objectifs opérationnels, justement parce qu'il y a un certain nombre de goulots d'étranglement qui alourdissent un peu la chaîne de prise de décision. Donc, certains ont peut-être de la volonté, mais au regard d'un certain nombre d'éléments de fait, il y a pas mal de contraintes sur lesquelles ces collectivités n'arrivent pas toujours à peaufiner leurs projets de développement. Et ça constitue des pesanteurs énormes. Peut-être le mal serait, comme le monsieur indiquait dans l'élément, un déficit dans la planification stratégique de leurs projets, ce qui montre à ceci qu'il y aurait un déficit en ressources humaines compétentes dans les collectivités territoriales décentralisées pour accompagner les politiques de développement local.
Alors tout cela devrait forcément être suivi avec une bonne gouvernance. Et sauf que là, on a comme impression qu'au sein des collectivités territoriales décentralisées, c'est encore la famille qui peut dominer, ou bien l'ethnique du maire, comme on en voit, ou bien du président du conseil régional. On va constater que très souvent, lorsque on va dans ces mairies, on a comme impression qu'il y a une gouvernance qui se rapproche un peu de la famille. On se demande bien, est-ce que ce n'est pas un obstacle pour le développement? Cela peut constituer un obstacle pour le développement à partir du moment où les frères, les sœurs de la communauté ou du parti qui sont recrutés n'ont pas de compétences. Mais je pense quand même que pour un exécutif communal qui a pour souci de développer sa communauté, devrait s'entourer de pas mal de compétences lui permettant d'atteindre ses objectifs. Maintenant, il reste à se demander est-ce que ces compétences sont dans sa famille biologique, dans sa famille ethnique ou alors dans sa famille politique. Le plus important, c'est de s'entourer de pas mal de compétences, des personnes volontaires, aguerries, compétentes qui pourraient mettre sur pied des projets de développement. Même si vous les puisez dans votre famille? Les puiser dans la famille n'est pas mauvais en tant que tel. Si tout le monde est compétent dans votre famille, vous faites comment? Il est difficile dans ce cas. Vous savez, on rentre quand même, il y a des cas comme ça. Oui, dans une famille, tout le monde est compétent. Qu'est-ce qu'on fait? Oui, c'est pas bon dans ce cas. Vous savez, les collectivités territoriales ont ceci de particulier qu'elles représentent des communautés. Alors, il est malsain et malvoyant, disons-le ainsi, de voir une collectivité territoriale décentralisée qui n'a que pour employer des ressortissants d'une même famille, qu'elle soit politique, qu'elle soit ethnique ou qu'elle soit familiale, malgré leur niveau de compétence. Il est bon que dans le staff managérial et le reste des ressources humaines, bien entendu, qu'il y ait quand même des représentativités ou des représentations qui montrent à ce que au plus haut niveau de la collectivité, qu'on tient en compte quand même la composante sociologique. Maintenant, le maire ou les exécutifs communaux est libre de faire des recrutements en fonction des axes prioritaires, en fonction de la typologie de ces projets, en fonction des besoins, des axes et des orientations qu'il pourrait bien se donner. Mais le plus important, c'est de s'entourer des compétences et de faire les efforts que ces compétences avec lesquelles on s'entoure fassent quand même une certaine représentativité sociale de la collectivité pour laquelle on a été élu. Alors Germain, on pose là un problème du type du personnel même qui doit être employé dans les collectivités territoriales décentralisées, notamment dans les mairies. On a comme impression que c'est un personnel à la va-tout. Hein? C'est-à-dire qu'on trouve quelques individus là, on vous dit OK, vous là, allez acheter de l'eau. Vous là, bon, il y a un meeting demain, essayez de voir comment vous allez mettre les chaises là. Et vous là, bon, lorsqu'on trouve quelqu'un qui a l'air d'être un peu très réveillé, on commence à le mettre à distance. Ça pose quand même un problème. Effectivement, ça pose un gros problème. Ça pose un gros problème dans la mesure où, comme nous le disions d'entrée de jeu, la gouvernance est fonction du type d'organisme dans lequel on se trouve. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas être dans un organisme public et utiliser les méthodes de famille, familiales ou ethniques. C'est déjà un problème en soi. Et cela va d'autant plus être un problème que dans la gouvernance d'une organisation, on poursuit les objectifs, on poursuit le bien-être, on poursuit la satisfaction, n'est-ce pas, des parties prenantes. Et dans les collectivités territoriales décentralisées, les parties prenantes sont tellement diverses, sont tellement composites, que si l'on instaure le système de gouvernance familiale, il est fort à craindre que l'on ignore la satisfaction des autres composantes, n'est-ce pas, de la communauté. Donc, en fait, utiliser les techniques de gouvernance familiale dans la famille, c'est une très bonne chose. Cela peut faire évoluer la famille, cela peut faire donner satisfaction aux membres de la famille. Mais lorsque l'on transpose cela dans une organisation différente, il y a problème. Il y a problème parce que dans le reportage, tantôt, nous avons suivi que la gouvernance a des principes, parmi lesquels la transparence, la responsabilité, l'équité, et j'en passe. Je voulais parler aussi. Et l'un des principes fondamentaux, c'est l'évaluation des performances. Et qui dit évaluation, dit tirer les conséquences. Est-ce qu'il sera évident pour un responsable
qui a mis à des postes des membres de la famille juste pour les contenter ou de les évaluer. Et même s'il les évalue, est-ce qu'il aura le courage ou la guerre de sanctionner ceux qui n'ont pas pu travailler? Voilà, de tirer les conséquences. Et c'est là où ça devient compliqué. On peut comprendre dans un contexte comme le nôtre que le chômage massif des jeunes, la difficulté à trouver un emploi décent, peut pousser certains à se tourner vers les leurs. Ça peut être l'une des causes, mais il y a beaucoup d'autres causes. Il y a on peut également citer des velléités de domination. C'est-à-dire d'élever sa famille au-dessus des autres pour pouvoir dominer. Et il y a beaucoup d'éléments, nous en parlerons tout à l'heure. Il n'y a pas que la famille, il y a aussi l'ethnie. Hein? L'ethnie, justement, quand je parle de la famille, après je parle de l'ethnie. Oui. C'est-à-dire que mieux positionner les membres de l'ethnie pour mieux régner sur les autres. Avoir une suprématie absolue peut-être sur le reste des communautés qui sont. Alors, Héros, c'est quoi là? Effectivement, on parlait là des courses. On veut comprendre pourquoi on arrive souvent à ce type de dérives, si on peut les appeler ainsi. À la réalité, le constat est clair au regard d'un certain nombre d'éléments de fait que dans certaines collectivités décentralisées, la gouvernance est familiale. Et lorsque vous m'avez convié pour cet échange, j'ai pu mener quelques investigations et j'ai pu me rendre compte que le problème se trouve à 3 niveaux. Le premier niveau est familial. Vous voyez, celui qui est élu veut satisfaire sa famille biologique. Il s'entoure des cousins, des frères, des neveux, des sœurs, pour essayer de rehausser un peu l'image de la famille. Le deuxième pan du problème, c'est la famille politique. Vous allez vous rendre compte que chaque élu local appartient d'abord à une famille politique qu'il a plébiscité, qu'il a même désigné. On dit ceux qui ont mouillé le maillot. Voilà, on doit satisfaire un peu ceux qui ont mouillé le maillot pour espérer qu'à la prochaine élection, les mêmes équipes vont renforcer la campagne de terrain et vous avez la chance d'encore d'être maintenu à votre poste. Maintenant, la troisième composante est la famille ethnique. Elle est encore plus élargie que la famille biologique parce que vous allez vous rendre compte que dans certaines collectivités, lorsque vous arrivez, tout le monde parle la langue de celui qui est au sommet. Qu'on le veuille ou non, c'est un fait social lié aujourd'hui à notre contexte actuel de développement local et de la décentralisation où, lorsque vous arrivez dans une collectivité locale, vous vous rendez compte que 98% du personnel administratif, même opérationnel, ceux qui sont dans les marchés et dans les rues pour mener les activités, sont de la famille, soit biologique, soit ethnique, beaucoup plus, et encore plus politique, de celui même qui a la charge de cette collectivité. J'ai même parlé de tout à l'heure des goulots d'étranglement ou alors les impacts que cela peut avoir. Le premier impact, c'est au niveau de la performance dans le travail. Parce que figurez-vous, lorsque vous prenez, des exemples à montrer que lorsque vous prenez votre soeur, votre frère, votre cousine, votre oncle, votre cousin, vous voyez, l'ardeur dans le travail n'est pas forcément au rendez-vous. Il y a un manque d'engagement. Il y a un manque d'engagement. Parce qu'on s'est dit, dans tous les cas, on ne sera pas sanctionné. De toutes les façons, on ne sera pas sanctionné. Et même si on est sanctionné, on ne va pas ponctionner notre salaire. Même si on ponctionne notre salaire, tantôt on va plus nous remettre en famille et puis que cela ne fasse pas un problème. Maintenant, vous allez vous rendre compte que la minorité de ceux qui viennent parce qu'ils sont compétents, qui par coup de chance ont été recrutés, ils n'ont pas mal de manœuvres. Cette minorité n'a pas mal de manœuvres justement parce qu'elle s'est dit, OK, en haut, on va court-circuiter à chaque fois les décisions, à chaque fois les propositions. Et ça peut expliquer que dans certaines localités, les problématiques ou les questions liées au développement sont abordées avec beaucoup d'amateurisme. Justement parce que, certains exécutifs communaux même, c'est vous qui utilisez souvent l'expression des inadaptés sociaux, qui recrutent encore des personnes à qui on donne des fonctions qui ne sont forcément pas adaptées avec leur profil, justement parce qu'il y a cette obligation et cette responsabilité psychologique et cette pression psychologique que les exécutifs se font de satisfaire plusieurs personnes à la fois. Du coup, une année peut passer sans que les projets de développement qui ont été planifiés, qui ont été programmés ne soient exécutés. Maintenant, il y a un autre pan qui essaie de plomber un peu le travail dans les exécutifs communaux, c'est cette affaire des marchés.
vous allez vous rendre compte que même les marchés répondent à cette cartographie que je viens de décider, parce que justement, il y a cette obligation, il y a cette pression de satisfaire toutes les composantes qui nous ont aidés à obtenir ces positions au sein des résultats attendus. Du coup, alors, c'est le vous avez développement qui prend un plan. Vous voulez ajouter quelque chose là-dessus? Oui, effectivement, je l'ai dit, ce mot de gouvernance familiale ou ethnique dans une organisation publique cache également un certain nombre de risques, notamment la corruption. Vous savez que dans un environnement pareil, il va se passer des choses. C'est-à-dire que le responsable, il va pouvoir faire un certain nombre de manigances avec son oncle ou son frère, et ça passe beaucoup plus facilement que si c'était quelqu'un d'autre. Très bien. Comme ça. Alors, je vous raconte une histoire là. La mairie de Makari, la commune de Makari, j'y étais il y a peut-être 4 ans, hein, si je ne me trompe pas. J'étais dans le cadre d'une enquête que je menais dans les affaires de Boko Haram. Je me suis retrouvé à Makari. Makari, pour ceux qui connaissent Makari, c'est après la frontière avec le Nigeria, avant d'atteindre l'île de Darak, où il n'y a pratiquement pas de véhicules. Tout passe là-bas par, je crois, des petits bacs. Donc, c'est des motos. Donc, vraisemblablement, j'avais déjà fait 3 semaines. J'avais attendu 3 semaines et je regardais un peu le fonctionnement de la mairie. Le maire de là, d'ailleurs, il est en train de me suivre, j'imagine. Le maire de là me dit Monsieur Raoul, j'ai plus de 700 employés. Comment? J'ai dit vous avez plus de 700 employés, monsieur le maire? Il me dit mais oui, tu vas voir. Bon, je me demande que mais comment? Une communauté urbaine n'a pas 700 employés. Comment une mairie comme celle de Makari peut avoir plus de 700 employés? Mais les employés, c'est qui, en fait? Lorsque vous rendez à la mairie, vous trouvez qu'il y a 3 ou 4 personnes qui sont actives dans le travail. Les autres sortent à la fin du mois dès qu'ils entendent qu'il y a déjà des petits pays, ou bien le receveur municipal est déjà parti chercher des CAC, ou bien ils ont déjà fait leur collecte dans les différents marchés qu'ils ont. Ils ont le marché à bétail et tout ça. Les gens viennent avec des bouts de papier. On dit, le maire a écrit ici 25 000, ici 15 000, ici 30 000. Des bouts de papier, il présente ça au receveur. Le receveur dit que c'est quoi ici? Il dit que non, le maire m'a envoyé qu'il doit venir prendre ma paye. Le maire m'a envoyé qu'il doit venir prendre ma paye. Finalement, le receveur, fatigué, il est parti loger à Kousseri. Il a dit que vraiment, monsieur le maire, je vous laisse avec votre mairie et votre argent. Je ne peux pas avoir de problème. Parce que même quand il contestait cela, c'est à Kousseri qu'on l'appelait pour dire que non, faites comme le maire vous demande de faire. Donc, il était tellement fatigué qu'il est rentré chez lui. Quand il est rentré, resté là à Kousseri, il dit que vraiment, je suis fatigué. Et je suis surpris, il y avait ces missions de contrôle qu'on envoie chaque fois pour dire qu'on ne peut pas faire des contrôles. On ne sait pas faire des contrôles. Je ne sais pas quel type de contrôle ces gens-là pas faire. Généralement, lorsqu'ils arrivent là-bas dans la zone de l'extrême nord, au lieu d'aller auprès de ces mairies faire le contrôle, il est ça à Marois. C'est-à-dire, il ne traverse pas Marois. Dans la zone de Moura, tout ça, il n'arrive pas là-bas. Il laisse à Marois. Après, ils disent, monsieur le maire, envoyez tel document. On envoie, envoyez tel document. On envoie, envoyez tel document, on envoie. Dès qu'ils ont fini, ils disent que bon, on a laissé une facture de 2 millions. Si vous allez payer la facture, non, ça va déjà. Regardez un peu comment ça fonctionne. Donc, c'était pour vous dire, cette gouvernance familiale pose un problème sur lui. Et donc, dans des conditions pareilles, est-ce qu'on peut planifier un développement réel avec une gouvernance pareille? Il est difficile dans le contexte qui est le nôtre aujourd'hui, avec des enjeux qui sont multiples, de fonctionner avec efficacité et efficience aujourd'hui, parce qu'il y a pas mal de problèmes sociaux, pas mal de problèmes économiques aujourd'hui qui s'opposent à nous et que les collectivités locales décentralisées devraient les aborder avec beaucoup de professionnalisme et avec beaucoup de froideur. Dans le récit que vous venez de faire, il y a violation au moins de 2 principes. On ne le dira jamais assez, le principe de responsabilité. Voyez-vous, quelqu'un qui va faire une mission de contrôle qui s'arrête à plus de 50 km, je me demande quel est le type de contrôle qu'il fait exactement. Le deuxième principe, c'est le principe de participation. Parce que celui qui fait le contrôle doit avoir l'esprit, le professionnalisme, le sentiment du devoir bien accompli, l'amour du pays. Parce que quand vous faites un contrôle à des centaines de kilomètres, on se demande bien qu'est-ce que vous contrôlez. Vous oubliez très vite, au motif des petits perdièmes qu'on peut vous envoyer, que vous êtes un agent majeur du développement local. Donc le principe de participation et de responsabilité vous interpelle aussi.
vous devez bien faire votre travail. Vous devez même être une boussole pour le maire qui parfois peut être ignorant sur un certain nombre de faits dans la gestion publique. Lorsque vous y allez pour un contrôle, vous pouvez dire à monsieur le maire que non, monsieur, voici ce que la loi prévoit, voici comment vous pouvez faire compte tenu des réalités qui sont les vôtres, voici comment vous pouvez additionner ci ou ça, voici comment vous pouvez opérer pour atteindre les objectifs. Mais lorsque vous restez à des centaines de kilomètres, vous prenez des documents aujourd'hui par les réseaux sociaux, par WhatsApp, vous prenez des appels téléphoniques, vous faites votre rapport dans une chambre d'hôtel et vous arrivez à Yaoundé ou à Et vous dites qu'il y a une partie de 2 millions qui voilà. faut payer. Du coup, vous n'aidez pas cette collectivité à se développer parce que votre rapport n'est pas significatif de la réalité telle qu'elle est vécue sur le terrain. Du coup, vous allez vous rendre compte qu'on va prendre une décision à Yaoundé, dans un journal, soit de 13h ou de 17h, qui ne correspondra jamais à la réalité de Makari. Tout à fait. Du coup, la décision sera en déphasage avec les habitudes et les attentes des populations et on se dira que le pays va fonctionner comment, on ne fait rien, le maire ne fait rien. Pourtant, c'est un problème d'information. Dans les problématiques de haut développement, il y a ce qu'on appelle l'accès à l'information. Lorsque l'accès à l'information est biaisé, lorsque l'information qui est un élément fondamental dans la prise de décision n'est pas proportionnel à la réalité vécue sur le terrain, le développement local ne peut pas suivre. Parce que du fait de cette information, on est appelé à prendre des décisions qui doivent être implémentées sur le terrain et avoir des impacts significatifs. Une décision ne peut pas avoir des impacts significatifs si elle est posée sur des bases, j'allais dire, biaisées. Alors, on va peut-être aller repartir du côté de la régie, prendre cet élément qui va nous intéresser. Oui, j'aime. Oui, avant cela, je l'ai ajouté un mot. Je l'ai dit que ce problème de gouvernance familiale dans les collectivités n'est pas l'apanage du Cameroun. C'est surtout un problème des pays francophones. Nous avons vu qu'en France, l'ancien président Jacques Chirac a été rattrapé plus de 20 ans après parce que dans sa gouvernance de la ville, il avait bien introduit les éléments de sa famille qui lui permettaient de faire passer un certain nombre de salaires. On a vu que le maire de Bordeaux, Alain Juppé, a été totalement balayé de la scène politique à cause de telles pratiques. Il a recruté sa femme, sa fille et autres et on constate que... Alors, le contrôle, est-ce qu'on peut dire que le contrôle ne passait pas dans ces cas-là? Le contrôle passait, sauf qu'il y a un certain nombre... À partir du moment où on adopte ce type de fonctionnement, il y a forcément un certain nombre de mécanismes qui permettent, n'est-ce pas, on va dire quoi, de camoufler un bon nombre de choses. C'est beaucoup d'années après que cela a été découvert. Lorsqu'il n'était plus aux affaires. Lorsqu'il n'était plus aux affaires. Et le Cameroun a hérité quelque part de cela. Et en plus de la pauvreté, en plus du chômage et de nos conditions, c'est-à-dire que c'est avoir un membre de la famille, mais ou quoi, c'est une bouée de sauvetage pour la famille. Donc on essaie de récupérer tout ce qu'on peut, sauf qu'on oublie l'objectif poursuivi. C'est ce que je voulais ajouter pour le moment. On y reviendra certainement. Alors Simon, je crois qu'on peut ouvrir le standard maintenant. S'il y en a qui veulent faire des petits témoignages, ceux qui veulent témoigner de ce que nous disons, ou alors ils ont des exemples palpables à nous dire sur ce plateau, ils sont libres de participer à ce programme avec nous. Tous ceux qui ont un avis à émettre en rapport avec la thématique du jour peuvent également participer à cette émission. Le numéro de téléphone sera affiché sur le petit écran tout à l'heure. Je crois qu'il s'agira bel et bien du 657, je crois bien 657 41 44 57. Effectivement, je ne me suis pas trompé. 657 41 44 57, c'est bel et bien le numéro, le code d'accès à ce programme. Si vous nous appelez depuis le Cameroun, au-delà des frontières camerounaises, vous commencez par le plus 237, et puis vous allez sur le 657 91 44 57. Vous aurez accès direct à ce programme. Alors, je disais il y a un instant que nous allons commander le second élément de cette émission, c'est un décryptage. On parle davantage d'une approche territoriale que je vous suggère de suivre et de revenir pour dérouler.
Nous allons expliquer pourquoi les approches territoriales permettent aux zones rurales de révéler leur potentiel tout en améliorant la planification du développement sur place. Zola vit dans un village de Zambie avec sa famille. Il cultive des légumes, des fruits et du maïs. De nombreux habitants du village de Zola possèdent un élevage de chèvres où ont trouvé du travail dans une mine importante exploitée par un investisseur privé. En raison de l'exploitation à ciel ouvert de la mine, la superficie de la forêt à proximité est en train de diminuer. Les habitants du village abattent aussi des arbres pour faire du charbon. Tous ont des intérêts différents, ce qui provoque des conflits. Qui peut utiliser quelle terre pour ces activités ? La pression sur les terres est aggravée par les conséquences du changement climatique. La population augmente, tout comme la demande en nourriture, emploi et énergie. Comment résoudre ce problème ? L'approche territoriale aide à comprendre ce dont Zola et ses voisins dans le village ont besoin afin de mener une existence digne. Les défis et les potentiels de toutes les parties prenantes sont identifiés sur place. L'approche territoriale aide Zola et sa communauté à trouver des solutions et des compromis de manière collective. Et comment cela fonctionne exactement ? Il s'agit tout d'abord de déterminer qui vit dans le village de Zola, quelles sont les activités de ses habitants et ce que cela signifie pour les ressources et les besoins futurs. En se basant sur ces informations, des scénarios concernant le développement du territoire sur le long terme peuvent être développés en prenant toujours en considération le facteur de durabilité. Zola et ses voisins sont maintenant en train de réfléchir à des solutions concernant les différentes utilisations des terres. Le changement climatique et la croissance démographique sont également pris en compte. Toutes les parties prenantes ont des intérêts différents. C'est pourquoi le plus important est de réussir à s'entendre sur des compromis. L'approche territoriale encourage le dialogue entre le gouvernement, la population locale, les organisations de la société civile et le secteur privé. Cela permet d'améliorer les discussions sur l'utilisation des ressources et les futures opportunités de développement pour le village. L'agriculture est le secteur le plus important dans la région de Zola, mais l'approche territoriale prend également en compte d'autres secteurs comme le secteur minier, le secteur forestier et celui des infrastructures. Tous ces secteurs sont représentés par différents ministères. Une discussion intersectorielle sur l'utilisation des ressources existantes est donc nécessaire. Il sera ainsi possible d'identifier des concepts équilibrés pour le développement du village de Zola qui pourront également apporter des perspectives sur le long terme. En Zambie, le processus de décentralisation gagne du terrain. C'est une bonne condition préalable pour mettre en place une approche territoriale qui favorise la connexion entre les niveaux micro, méso et macro. L'administration régionale, en particulier, a une importante fonction de coordination. C'est à ce niveau que les besoins de Zola sont pris en compte pour la planification régionale. À partir de là, les besoins de Zola sont transmis au gouvernement. Ils peuvent être alors intégrés dans les stratégies sectorielles. Inversement, des structures décentralisées qui fonctionnent facilitent le transfert des stratégies nationales de développement vers le niveau local. En promouvant le développement intégré, Zola et ses voisins peuvent vivre sur un territoire opérationnel et durable. Cela permet également d'avancer vers plusieurs objectifs de développement durable, ODD, en même temps. Mais le territoire de Zola n'est qu'un territoire parmi tant d'autres. En connectant plusieurs territoires, une valeur ajoutée peut être créée à une plus grande échelle, au niveau local, régional, national ou mondial. Alors, un rectificatif sur le numéro de téléphone 657 44 91 57. 657 44 91 57 pour ceux qui nous appellent à l'intérieur du Cameroun, au-delà des frontières camerounaises. Vous actionnez d'abord le plus de 237, puis le 657 44 91 57. Vous aurez accès à ce programme, soit pour témoigner d'un fait de ce que nous sommes en train de dire, ou alors apporter votre contribution d'une façon ou d'une autre. Associez-vous à la réflexion, c'est aussi possible à travers ce code. Alors, Germain, on va s'interroger maintenant sur les réelles conséquences d'une gouvernance familiale et ethnique
dans une commune, par exemple, des réels, est-ce que cela peut impacter positivement ou négativement? Quelles sont les conséquences d'un tel acte? Alors, il va être difficile de trouver quelque chose de positif à l'échelle de la communauté, à l'échelle de la collectivité, dans ce type de gouvernance, lorsqu'on l'installe dans la collectivité territoriale décentralisée. Puisque la gouvernance familiale a ses principes et la gouvernance des entités publiques a ses principes. La transparence, l'équité, la prise en compte des intérêts de toutes les parties prenantes. Donc, les impacts vont être nombreux. On peut notamment citer le déficit d'efficacité qui va s'installer. Puisqu'il n'y aura pas possibilité de tirer les conséquences d'une quelconque évaluation, s'il y en a, puisqu'on va être lié par la famille ou par l'ethnie, on va difficilement pouvoir tirer les conséquences. La deuxième chose que ça peut amener et qui va biaiser le développement de la collectivité, c'est la corruption. La corruption va s'installer. Le manque d'équité, ce sont des mots qui vont s'installer. Et avec ça, généralement, il y a les luttes d'influence et autres. La plupart du temps, dans ce type de système, même les compétences ont du mal à se déployer. Parce qu'il y a à côté des gens qui, par leur connexion avec le haut responsable, n'est-ce pas, vont peser sur certaines prises de décision, vont peser sur le fonctionnement de certaines entités ou bien le déploiement même des compétences. Donc, l'autre élément que l'on peut citer, c'est la stagnation de la collectivité. C'est-à-dire que le développement ne va pas suivre. Rien de bouge. Le développement, puisque la collectivité va plus être ancrée, va plus être tournée vers les activités, vers, je veux dire, la réflexion de recouvrer, de trouver des moyens pour satisfaire la famille. Et non pas pour créer la richesse pour tout le monde. Tout à fait. Donc, ça ne peut pas favoriser le développement de la collectivité. Alors Eros, on constate par ces faits-là que le développement est donc plombé dès le départ. Oui, tout dépend des aspirations des uns et des autres qui optent pour ce modèle de gouvernance. Contrairement à ce que Germaine a dit, je pense qu'il y a quand même un point d'impact positif. Justement parce que tout à l'heure, lorsque je faisais la segmentation, on a vu qu'il y avait des familles biologiques, des familles ethniques et des familles politiques. Où est l'impact politique? Où est l'impact positif? L'impact positif, c'est l'autosatisfaction. Qu'on a au moins réussi à donner de l'emploi à sa famille biologique, à sa famille ethnique et à sa famille politique. Malheureusement, ce qui ne devrait pas être le cas, puisqu'ils sont là pour le développement et non pour de l'emploi. Voilà. Maintenant, comme les questions liées au développement ne doivent pas tenir compte de l'ethnie, de la famille ou alors de l'appartenance à un parti politique, c'est pour cela que les impacts négatifs auront une dominance sur ces micro-impacts positifs qu'on vient de citer. Germaine a bien fait de citer un certain nombre d'éléments. J'ajoute à cela la gabégie qui va s'installer. Les gens qui pensent qu'ils peuvent prendre des ressources financières n'importe comment parce que le compte rendu est fait en langue de celui qui dirige et après on peut arrondir des chiffres pour voir comment est-ce qu'on peut présenter un rapport logique. Le plus grave dans tout cela, c'est l'absence de développement des compétences. Parce que la collectivité locale a aussi cette responsabilité de développer des compétences. Parce que le développement local a ceci de magique qu'il doit utiliser les ressources locales disponibles pour créer de la valeur. Or, cette valeur n'est pas qu'en termes matériels, cette valeur n'est pas qu'en termes infrastructurels, cette valeur est aussi humaine.
il faut développer des compétences. Il faudrait que dans votre collectivité, le gars qui vient aujourd'hui en tant que chauffeur ou en tant qu'agent de bureau, que dans 5 ans, qu'il se retrouve dans la posture d'agent décisionnaire. Justement parce qu'il aura accumulé de l'expérience sur un certain nombre de façons de faire, parce que vous l'aurez mis dans un contexte professionnel qui l'amène à se développer, à donner le meilleur de lui-même, à acquérir de nouvelles compétences pour être utile dans la durée. C'est aussi ça le développement durable. Que celui qui est là aujourd'hui comme agent de décision ou alors agent de bureau, qu'après 5 ans, lorsque vous ne serez plus là, que la communauté qui vous a plébiscité soit toujours à même de tirer profit de sa présence dans cette collectivité locale. Mais vous allez vous rendre compte qu'au bout d'une certaine période, il y a comme abrutissement de la ressource humaine, pour ne pas dire non-développement de la ressource humaine ou des compétences qui doivent se mettre au service des collectivités locales. Et maintenant, en tenant compte que les problèmes des populations augmentent tous les jours, lorsque les compétences qui doivent apporter des solutions à ces problèmes qui s'accroissent tous les jours n'augmentent pas, ne sont pas adaptés à la réalité, vous allez vous rendre compte que parfois les gens sont dans leur bureau, ils dorment à longueur de journée, alors qu'en réalité les populations ont des problèmes et ce ne sont pas les ressources parfois qui manquent. Donc il y a un problème de responsabilité qui permet à ce que les collectivités locales aujourd'hui mettent sur pied des modèles de gouvernance adaptés à la composante sociologique, adaptés à l'orientation qu'on voudrait donner à nos problèmes de société, adaptés au plan stratégique. On le disait ici, chaque collectivité locale aujourd'hui a un plan local de développement. Et ce plan local de développement n'est pas taillé aux besoins des frères du maire, des membres de son ennemi ou alors de son parti politique. Je suis persuadé que ce plan local de développement, s'il existe, il est bien proportionné ou alors à l'image même de la représentativité sociale et des problèmes éventuels que cette collectivité peut avoir au quotidien. C'est à cela que se résume l'efficacité d'un plan de développement communal. Maintenant, s'il en vient que dans la politique de gouvernance mise sur pied, dans les politiques et les stratégies de gouvernance mises sur pied par la collectivité, que ces politiques sont tournées vers l'appartenance ethnique, familiale ou alors politique, donc la famille tout court, on va se rendre compte qu'à un moment donné, les populations elles-mêmes sont oubliées dans cette affaire dont elles devraient être les premières parties prenantes. Elles subissent juste les dégâts et au fil des ans, l'impact négatif d'un tel modèle de gouvernance va significativement se faire voir. Germain, d'où donc ce transfert de compétences qui est tant sollicité, qui est tant décrié parfois aussi. Il y a des compétences dans des ministères qui ne foutent rien. Lorsque vous arrivez dans ces ministères, dans un bureau, ils sont 10. Ils sont 10 dans un bureau. Ils arrivent à 8h, ils rentrent à 14h, ils vous disent qu'ils étaient travaillés. Mais personne n'a ouvert un registre pour travailler. Voilà donc des compétences qui doivent être transférées aux collectivités territoriales décentralisées parce qu'elles sont effectivement des compétences qui doivent apporter une plus-value aux sein de ce communes. Est-ce que dans ce domaine, pris donc sur cet angle-là, on n'a pas de chance de résoudre ce genre de problème? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que adopter le modèle de gouvernance qui sied à son organisation, ça ne suffit pas. C'est pour ça qu'on parle de bonne gouvernance. Encore que ce soit une gouvernance familiale ou bien une gouvernance publique, il faut qu'il y ait un certain nombre de principes qui soient mis en avant pour qu'on parle de bonne gouvernance. C'est-à-dire pour pouvoir viser le progrès, pour pouvoir viser la satisfaction des parties prenantes. Est-ce qu'on devrait parler de bonne gouvernance en principe? Parce que la gouvernance égale la gouvernance. Mais est-ce qu'on devrait parler de bonne gouvernance, peut-être parce que les gens ne vont pas bien qu'on parle de mauvaise gouvernance? Est-ce qu'on devrait vraiment utiliser ces termes? Effectivement, on ne peut pas ne pas parler de bonne gouvernance à partir du moment où il y a des principes. On a parlé de l'intégrité, on a parlé de la cohérence, on a parlé de qui sont les principes de la gouvernance? Qui sont les principes et non de la bonne gouvernance? Non, ce sont les principes de la bonne gouvernance. De la gouvernance ou bien de la bonne gouvernance? À partir du moment où on met en place un type de gouvernance, je dis le type familial, qui ne peut pas vous permettre d'appliquer le principe d'équité dans une organisation je veux dire communautaire, ce n'est pas possible.
vous ne pourrez pas Dans ce appliquer... cas-là, ça devient une mauvaise gouvernance pour cette organisation, mais une bonne gouvernance pour la famille. Donc vous voyez donc que ça pose un problème là maintenant. Effectivement, ça mauvais pose un ailleurs, problème. mais bon ici. Donc il ne suffit pas d'adopter un type de gouvernance qui sied à une organisation pour que les choses marchent. Non, il faut encore appliquer les principes de la cette gouvernance pour être dans... Revenons à ma question. Je parlais des compétences, parce que là nous parlons des individus. Revenons donc à cette histoire de compétences pour dire qu'effectivement, l'État détient un certain nombre de compétences. Mais on a constaté que dans sa logique de doter les collectivités territoriales des compétences nécessaires pour leur bon fonctionnement, il y a des cadres, il y a des boulots de tremblement. Et pourquoi ça devrait être le cas donc? Et cela est dû justement au fait que l'on emmène dans la gestion des collectivités territoriales des modes de gouvernance familiale ou ethnique. Je vous rappelle qu'au niveau de l'Assemblée nationale, un responsable de l'Assemblée nationale a un jour récusé une compétence mise à sa disposition par le chef de l'État pour préférer travailler avec son frère ou son fils, quelque chose comme ça. Vous voyez qu'il s'agit là d'un ensemble de... On a truqué une affaire en disant qu'il était fautif de ceci. Non, justement, le même problème se pose au niveau de collectivités territoriales parce que lorsque l'État va envoyer les compétences, le gars, lui, il veut travailler avec son frère. Parfois, vous êtes là, compétent, mis à la disposition d'une collectivité et vous n'avez rien à faire. Parce que c'est le frère qui doit faire toutes les courses, qui doit savoir comment fonctionnent les choses. L'assiette. Alors, tout le monde cherche là où il y a le recouvrement. La compétence ne doit pas accéder à un certain niveau d'information pour pas qu'elle maîtrise le fonctionnement des choses. Donc, c'est autant d'éléments qu'il faut combattre, autant d'éléments qu'il va falloir tirer au clair. Il faudra quand même envoyer ses compétences. D'ailleurs, je connais l'ancien maire de Lobor qui serait en prison malheureusement pour des problèmes que je ne voudrais pas citer sur ce plateau. L'ancien maire de Lobor qui avait l'habitude de me dire, mais mon cher, ces compétences qui sont dans ces militaires là-bas, il faut quoi là-bas? Nous en avons besoin ici, dans nos collectivités territoriales décentralisées, parce qu'ils ont de la matière, ces gens. Ils ont de la matière, ils ont du cerveau, ils ont tout. Par rapport à ce que nous recrutons ici, qui parfois n'ont pas toujours la compétence nécessaire. Et je crois que ce transfert de compétences devrait être effectif. Oui, lorsqu'on parle de transfert de compétences, le problème se pose à deux niveaux. Oh oui. Ça peut être des compétences, des ressources humaines que l'État a en sa possession. Ça peut être des possibilités que l'État donne aux collectivités locales décentralisées ouais. Afin qu'elles se procurent des ressources humaines compétentes. Vous allez vous rendre compte que dans un cas comme dans l'autre cas, il y a le nœud qui est le transfert de ressources. Justement parce que quand on met à votre disposition des compétences, lorsqu'on vous permet à vous, collectivités locales, de recruter des compétences, il faudrait bien que ces compétences soient gérées. Et il faut la ressource pour les gérer, dans les ressources financières, qui ne sont pas encore, selon ce que nous disent les maires, transférées de façon à ce que cela leur permette de bien jouir des compétences jusqu'ici transmises à elles, pour parler des collectivités. Mais moi, je m'attarde beaucoup plus aux compétences que les maires disposent déjà. Il faut se rendre compte qu'il y a quand même du personnel dans les collectivités, que le maire a réussi quand même à recruter. Par quelle alchimie? On ne sait pas beaucoup. Comment est-ce que des compétences nouvelles sont développées au sein des collectivités locales? Est-ce qu'il y a des responsables des ressources humaines là-bas, pour ne plus parler des collectivités qui sont dans les zones rurales? J'ai un doute fort. Comment est-ce que ces ressources humaines sont encadrées au quotidien pour répondre efficacement aux besoins des populations? C'est vous qui parliez des gens qui arrivent à 10h et qui repartent à 14h pour revenir 3 jours après. Dans un contexte comme celui-là, comment ces personnes peuvent être efficaces et efficientes dans la résolution des problèmes sociaux des populations? Même pas la résolution.
mais l'identification. Parce que pour arriver à la résolution des problèmes, il faut d'abord identifier ces problèmes. Il faut d'abord écouter des populations. Dans l'une de nos émissions ici, vous parliez des maires qui ne connaissent même pas les problèmes de leur population, justement parce qu'ils ne sont jamais présents sur le terrain des opérations. Je crois que ce modèle de gouvernance qui voudrait qu'on satisfasse les personnes qui sont autour de soi aujourd'hui à montrer les limites, c'est une gouvernance boiteuse. Et ça rejoint ce que j'ai même dit tout à l'heure, qu'il faut faire la promotion de la bonne gouvernance. Qu'on le veuille ou pas, Raoul, aujourd'hui, il est bon de parler de la bonne gouvernance, justement parce qu'il y a beaucoup de sorties de pistes, il y a eu beaucoup de dérapages, beaucoup de manquements dans des modes de gouvernement qui sont aujourd'hui l'apanage des maires dans notre pays. On ne fait plus rien, presque rien pour répondre aux aspirations des populations. Aujourd'hui, on se comporte un peu comme dans certaines églises de réveil, où on veut satisfaire le prophète, où on veut satisfaire la prophétesse, parce que chaque jour qui passe est un jour qui compte. Même les catholiques, il faut satisfaire le prêtre, monseigneur qui est là. C'est un peu comme ça. C'est dangereux. J'aurais un peu ajouté de l'eau au moulin de Eros pour dire que la question de compétences se pose effectivement à plusieurs niveaux. Déjà, nous devons faire un distinguo clair entre les collectivités territoriales décentralisées en zone urbaine et celles de l'arrière-pays. Parfois, les collectivités ont envie de recruter des ressources compétentes, mais n'ont pas de moyens. Et on parlait des moyens, du transfert de compétences doit commencer par le transfert parce que la collectivité territoriale va recruter des ingénieurs et autres et elle va les payer avec quoi? Mais pourquoi l'État ne peut pas payer ces ingénieurs? Nous avons constaté que jusqu'à aujourd'hui, les 15% de budget qui doivent être transmis aux collectivités n'ont pas à l'être effectivement. Nous sommes à 7% donc, déjà. Du coup, ce n'est pas seulement le problème des collectivités, c'est aussi le problème de la hiérarchie de l'État qui peine à libérer, à donner des coudées aux collectivités pour pouvoir se mouvoir. C'est de ça que nous parlons. Nous sommes en train de dire, est-ce que l'État, qui a tous ses moyens, ne peut pas transférer ses compétences aux collectivités territoriales décentralisées et payer des salaires de ce genre? Ça veut dire que je suis un ingénieur dans un ministère, assis dans un bureau d'un ministère, je n'ai rien à faire. Pourtant, je gagne un salaire à la fin du mois. Alors on me dit, monsieur l'ingénieur, puisque ici, là, vous n'êtes pas utile, allez maintenant à Makba, là-bas, auprès de la commune de Makba, vous serez utile là-bas. Mais vous gardez le même salaire que vous avez ici. Où est le souci? Effectivement. Où est le souci? C'est ça que les maires demandent. Oui, nous sommes d'accord. Et effectivement, il faudrait que les maires se projettent aussi dans une volonté de créer de la richesse, c'est-à-dire que de produire. Parce que dites-vous bien que si, je ne sais pas moi, l'ingénieur informaticien va s'installer à Makba, il va continuer à toucher son salaire, mais je parie qu'il n'y aura pas grand-chose à faire. Donc, il faudrait que... Comment ça, il n'aura pas grand-chose? Il est ingénieur, il va apporter son expertise. Il va apporter son expertise. Il va dire au maire, monsieur le maire... Je peux vous dire qu'il y a des communes où vous allez arriver, vous ne trouverez même pas 2 ordinateurs. Hein? Vous arrivez, vous ne trouvez même pas l'énergie. La commune ne peut pas acheter des ordinateurs. Les ordinateurs aujourd'hui, c'est 30 000, 40 000. Et l'énergie pour faire fonctionner tout ça. C'est pour ça qu'il faut vraiment installer les maires, je veux dire les maires dans la logique de la création des richesses et mettre par conséquent à leur disposition les compétences qui vont les aider à créer la richesse. Et non pas qu'ils vont venir, je ne sais pas moi, les assister, en sachant qu'ils vont continuer à émerger. Ça, c'est un autre débat là-dessus. En fait, c'est un autre sujet dont on a déjà épluché sur ce plateau. On pourra y revenir de temps à autre sur les ressources. L'acquisition des ressources par les communes, comment est-ce que les maires doivent se déployer pour avoir des ressources à travers les coopérations, que ce soit la coopération internationale, notamment les partenaires au développement et bien d'autres, y compris la gestion des ressources locales. D'ailleurs, il y en a, il y a des communes qui ont des ressources locales
qui ont besoin juste d'être exploités, notamment les carrières. Des hautes carrières, j'en ai encore vu récemment en BAM, une commune qui dispose également d'une carrière énorme. Je vous dis, vraiment énorme. Plus grand que celle que j'ai vue ici à Koutaba. John Bepedja est en train de finir avec Dangote et sa bande qui finissent d'ailleurs cette montagne. De toute manière, on va dire qu'on va revenir peut-être sur cette thématique très prochainement. Alors, on a encore quelques minutes pour partir d'ici. On va maintenant tirer les conclusions, notamment sur ce déploiement, notamment cette gouvernance familiale et ethnique au sein des collectivités territoriales décentralisées. On a comme impression aussi que les préfets qui sont généralement à la tutelle de cet aspect-là ne disent pas mot là-dessus, parce que le préfet peut quand même avoir un droit de regard sur le fonctionnement d'une commune si jamais ce fonctionnement entrave les règles réelles de la gouvernance. Oui, vous savez, le préfet, c'est la tutelle. C'est le représentant de l'État dans le département qui, de mon point de vue, est comme un accompagnateur. Il n'est pas, c'est vrai. Il ne peut pas discipliner? Il peut discipliner, ouais. Je ne dis pas non, mais avant tout c'est un accompagnateur. Ouais. Il faudrait qu'il se rassure que les choses se passent en tenant compte d'un certain nombre de principes. Selon la loi en vigueur, selon la réglementation en vigueur. Ouais. Voyez-vous, on a vu, il n'y a pas moins de 2 mois, je crois, le préfet qui appelait le gouverneur, qui appelait le préfet sur un certain nombre de comme il aime beaucoup l'argent, il avait déjà commencé par dire comment les maires doivent nous donner l'argent. Voilà. Le gouverneur lui a dit, monsieur le préfet, arrêtez ça. Voilà, c'est un rôle d'encadrement et d'orientation. La première responsabilité revient aux élus locaux. Voyez-vous, dans une mairie, il y a le maire et les élus qui sont les conseillers municipaux, le maire lui-même étant un conseiller municipal. Je pense quand même que si on a pour souci de développer notre communauté, si on a à cœur les problèmes de nos populations, quelle que soit l'ethnie qui est aux affaires, quelle que soit la famille politique qui gouverne, quelle que soit la famille biologique qui est là, je pense que ça ne sera pas très visible à partir du moment où on mène des actions. Le plus mauvais ou le plus dangereux, le plus visible dans tout cela, c'est que dans ce mode de gouvernance, il n'y a pas de résultat. Les populations, les écarts entre les problèmes des populations et les actions menées sont tellement grands, visibles, que même l'individu le plus aveugle de la communauté se rend compte qu'en réalité, il y a un problème. Mais si on travaille, si le maire peut s'entourer de ses cousins, de ses frères, de ses neveux, de ses membres du comité, qui sont compétents et qui produisent de la richesse des projets de développement, qui contribuent à l'amélioration des conditions de vie des populations, je ne pense pas que le problème va se poser avec la même acuité. Mais maintenant, si rien n'est fait. Maintenant, si rien n'est fait, encore qu'on sait qu'il y a de la ressource, c'est en ce moment qu'on commence à regarder, est-ce que son adjoint n'est pas est-ce que son chauffeur n'est pas, est-ce que la secrétaire qui n'arrive pas souvent, vous allez même signer un document là-bas, on vous parle en langue locale, c'est en ce moment qu'on commence à chercher la petite bête noire. Non. Je pense qu'il est pour nous question d'appeler à la responsabilité, pour dire aux maires, aux élus locaux, d'appliquer au moins le principe d'équité et d'équilibre pour essayer de faire représenter l'ensemble de la communauté dont ils ont la charge dans la prise des décisions et la gestion des biens publics. Si toutes les composantes sociologiques sont représentées et si des compétences avérées sont recrutées, je crois que le développement va suivre. Alors, vous avez un maire quelque part dans une très grande métropole ici au Cameroun, dont la belle-sœur est responsable de la communication, dont l'épouse même est SP. Et puis, c'est comme ça, à la suite, je ne voulais pas assister sur ce plateau. Elle communique quand même très bien, elle organise quand même bien la communication. En fait, je ne sais pas si elle communique bien ou elle ne communique pas bien. Voilà. Quand vous avez ce genre de configuration, je voudrais dire un mot sur l'interpellation de la hiérarchie du préfet. À partir du moment où un tel système est installé, généralement, le préfet, lui, s'engouffre parce que vous allez voir là-dedans des gens qui ont été recommandés par ce dernier. À partir du moment où il recommande des gens, il reconnaît un système qui ne sied pas à l'organisation. Comment voulez-vous qu'il l'évalue?
Ça veut dire que on se lui plaint. fait partie de Aujourd'hui, l'ethnie on se plaint. de l'ethnie là. Puisque Il fait partie de l'ethnie là ou bien la famille. Effectivement, puisqu'il essaie déjà, ça commence à grincer dès lors que le maire ne veut plus fonctionner comme ça. C'est-à-dire que quand le préfet a envoyé 3 noms, on dit que non, il n'y a pas de place. Donc, il s'inscrit lui-même dans le mode de gouvernance familiale, dans les collectivités. Parce que dès qu'il envoie, et puis maintenant, avec tous les problèmes que nous connaissons, avec toutes les plaintes qui viennent de partout, combien de mairies ont vu leur compte, je dis, bloqué ou bien rejeté par les préfets? Puisque l'objectif pour eux, Vous ce n'est pouvez pas... parler des comptes administratifs ou bien des budgets qui sont votés chaque année? Tout ça, en fait, ça passe par, lorsque vous devez conclure votre exercice, ça passe par le préfet. Le préfet, tout à fait. Or, on valide tout ça tout le temps comme pour dire que c'est bon. Mais est-ce que les populations ressentent Parfois, on que c'est valide bon? même ça avec quelques billets de banque. Hein. Très bien, je ne te le fais pas dire. Non, nous ne cachons pas les mots sur ce plateau. C'est pour ça que je l'ai dit. Des choses telles que nous les vivons. Avant même de se pencher sur la question, les dés sont déjà jetés depuis. Donc, il s'agit simplement des formalités. C'est pour ça que dans une bonne gouvernance, le maire même ne devrait pas accepter ce type de recommandations ou autres parce que lui, il doit opposer les éléments objectifs, les principes de gouvernance. Et à partir de ce moment, le préfet aussi va l'attendre au tournant pour le contrôler. Vous avez donc un préfet qui vous dit que pour venir lui-même personnellement à votre conseil municipal, il faut 500 000 francs de carburant. Et vous demandez, le maire va prendre les 500 000. Vous ne parvenez même pas à mettre un fourrage. Mais on lui demande déjà 500 000 francs de carburant du préfet. Alors qu'un conseil municipal, ce n'est pas moins de 7 millions de francs CFA en termes de dépenses. Parce que tout le monde qui arrive là, vous voyez le commandant de brigade, il démarche, le commissaire démarche, tout le monde là. Chacun passe à la caisse. C'est des 15 000, 20 000, 30 000, 50 000. Le préfet, lui, décide, lui, c'est 500 000. C'est pourquoi. Donc, malheureusement, c'est ce genre de circonstances que nous vivons. Et c'est cette logique-là qu'il faudrait quitter. Il faudrait quitter cette logique-là pour s'installer dans une logique. Très bien. Prenons ce dernier élément maintenant qui parle de la gouvernance locale. L'élément nous parle de la gouvernance locale et nous revenons forcément pour conclure. La gouvernance locale multipartenariale en 2 minutes. C'est quoi la gouvernance locale multipartenariale? La gouvernance locale peut être définie par un système de pilotage du développement local, fondé sur des relations partenariales, s'instaurant entre une diversité d'acteurs, orientée vers la réalisation d'objectifs et de stratégies collectives. Elle s'appuie donc sur des logiques à la fois stratégiques, quels projets communs, organisationnelles, quels pouvoirs, quelles instances collectives, décisionnelles, comment décider ensemble, usagers compris, relationnelles, des relations ouvertes ou fermées, et informationnelles, quelles informations pour qui. La gouvernance locale peut concerner à la fois le mode de fonctionnement d'une collectivité, élus, agents, usagers, population, mais aussi les relations entre plusieurs acteurs, publics et ou privés, pour mettre en œuvre une politique publique sur un territoire donné. Appliquée à la politique sociale locale, la gouvernance externe est multipartenariale, avec des acteurs divers et variés, relevant du local ou du national, du public ou du privé, pour lesquels la question de la coopération ne s'invente et ne se décrète pas. Un exemple dans ce contexte, les départements ont été déclarés chefs de file de l'action sociale par la loi NOTRe. Comment cela s'organise dans la pratique? Une question de gouvernance. Pourquoi innover en matière de gouvernance locale? Différentes évolutions complexifient actuellement la gouvernance locale. La réforme territoriale crée des structures de plus grande taille. La décentralisation et la territorialisation interrogent l'organisation de nouveaux systèmes de coopération entre acteurs globaux et ceux de proximité. Les modes de production des services publics s'ouvrent de plus en plus à des acteurs privés. Ou encore la pression citoyenne, favorable à une implication plus forte des populations, invite à une réflexion sur la prise en compte des pratiques de démocratie participative. Or, face à ces mutations importantes, les pratiques actuelles de la gouvernance locale apparaissent souvent limitées, marquées par un manque de visibilité stratégique, de priorité et de sens commun, de décisions ouvertes et éclairées,
de transparence de l'information, de transversalité et de coopération dans et entre les acteurs concernés par une politique publique, ou encore d'un manque de liaison entre vision globale et action de proximité. Ainsi, les enjeux à l'évolution des modes de gouvernance actuels ne manquent pas, ainsi que les voies d'innovation. Comment innover en matière de gouvernance locale ? Même si l'évolution des modes de gouvernance dépend de la configuration spécifique de chaque territoire, certaines modalités semblent incontournables pour assurer la qualité d'une bonne gouvernance. Tout d'abord, la définition d'une stratégie globale de la politique publique concernée qui doit veiller à prendre en compte les besoins de chaque acteur. Ensuite, l'organisation des relations entre les parties prenantes, permettant une délégation de pouvoir des acteurs vers le réseau ou des prises de décision partagées. Aussi, la coordination à mettre en place pour assurer notamment la collaboration, l'information croisée et la transversalité. Enfin, le suivi et l'accompagnement dans la mise en œuvre de la stratégie pour s'assurer de la réalisation du projet commun. Au final, la gouvernance locale apparaît constituer une question importante pour le pilotage actuel des politiques publiques locales. La page de la gouvernance territoriale reste largement à écrire d'un point de vue méthodologique, en s'appuyant notamment sur la réponse aux questions suivantes. Comment peut concrètement fonctionner la gouvernance territoriale sur des politiques locales données ? Quelle formalisation et instances expérimentées pour assurer la cohésion interne, mais aussi la diversité des acteurs ? Comment envisager la prise en compte de la parole citoyenne au sein de la gouvernance territoriale ? Alors, Germain Longuet, vous voyez donc de façon claire, cet élément que nous venons de suivre tout à l'heure n'a rien à y voir avec la gouvernance familiale et ethnique au sein des collectivités territoriales décentralisées. Effectivement, comme je le soutiens depuis le début, la clé du succès se trouve dans la bonne gouvernance. Très bien. Parce qu'elle va éviter, tel que défini tout à l'heure, elle va éviter aux dirigeants un certain nombre de contraintes, un certain nombre de lourdeurs, un certain nombre, de dysfonctionnements. Et elle va favoriser la poursuite du progrès, de la création des richesses, la satisfaction, au bout du compte qui est cher à nos amis qualiticiens, la satisfaction de toutes les parties prenantes. Parce que c'est de ça qu'il s'agit, en fait. Gouverner, c'est exercer un pouvoir qui vous a été donné. tout à fait. De façon équitable. Hein, il faut le faire de façon équitable en recherchant en permanence la satisfaction de toutes les parties. On va dire l'intérêt commun. L'intérêt commun. Alors, Eros, ce reportage, vous dit-il quelque chose? Oui, beaucoup de choses. C'est un élément essentiel. Je vous félicite d'ailleurs de l'avoir sélectionné pour cette émission d'aujourd'hui. Parce que, voyez-vous, il y a deux entités qui entrent en addition lorsqu'on parle de développement local. Il y a les politiques publiques additionnées aux politiques sociales qui tiennent compte de la réalité telle qu'elle est vécue sur le terrain. Mais au-delà de tout ça, il y a un aspect essentiel que l'élément que vous avez diffusé ressort, l'innovation. Et c'est pour cela que j'ai même parlé tout à l'heure du développement des compétences. Et dans l'une des émissions, ici, lorsqu'on parlait des comités de développement, on disait aux maires, on conseillait aux maires de travailler en étroite collaboration avec ces comités de développement parce qu'en leur sein, il y a beaucoup de compétences qui parfois veulent accompagner les maires dans l'élaboration des politiques sociales qui vont être en adéquation avec les politiques publiques pour impulser un développement significatif dans nos territoires. Mais là où je n'ai pas été très d'accord avec l'élément qui vient de passer par de la satisfaction des besoins de chaque individu, moi je préfère que nous considérons plutôt que ce modèle de développement doit plutôt satisfaire les besoins, non pas seulement de chaque individu pris individuellement, mais des groupes sociologiques qui constituent cette communauté. C'est pour cela qu'il est important. Prenons cet appel, avant de venir. On a quand même quelqu'un sous appel. Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre. Oui, pardon. Je suis depuis les hauts plateaux à l'ouest.
du Cameroun. Alors, vous avez la vous allez essayer un peu de vous éloigner de votre poste récepteur. Cette émission me va tout droit au cœur. Je remercie le présentateur. Voilà. Alors, cet élément, franchement dit, on ne le suivait pas. Si vous nous appelez, éloignez-vous de votre poste récepteur, forcément, et d'ici 2 minutes, nous serons partis. Faites un effort de revenir probablement pour nous dire ce que vous avez voulu nous dire dans cette émission. Oui, qui avait la parole? Oui, je parlais donc de la satisfaction des besoins des groupes sociologiques qui constituent la communauté. C'est pour cela qu'il est bon pour les maires, de maîtriser la composante sociologique de leur communauté. 2, d'impulser la création même des associations. Association des conducteurs de moto, association des femmes actrices, association, parce que ce sont des groupes d'acteurs avec lesquels on doit travailler pour planifier le développement, pour mettre sur pied des politiques sociales qui correspondent à nos réalités. Ce sont des baromètres de notre société qui peuvent nous donner des éléments sur les besoins réels. Très bien. On parle de gouvernance familiale et ethnique dans les collectivités territoriales décentralisées. Alors, est-ce qu'on peut s'en défaire? On sort de là. Ce que je vais dire, c'est que... on le prend. OK. On le prend. Monsieur, bonsoir. Oui, je voudrais savoir quel conseil vous donnez aux populations quand on constate qu'il y a une gabegie à la mairie où les gens gèrent selon leur famille, avec leur famille ou bien avec leur ethnie. Qu'est-ce que la population doit faire pour que cette gestion cesse? Merci. Merci. Eros, tentez la réponse. Oui, ce qu'il faut faire, c'est de dénoncer par des moyens légaux. Il faut dénoncer par des moyens légaux. Le préfet, c'est la tutelle, c'est les représentants de l'État central. Vous allez dénoncer. C'est pour cela que dans l'une des émissions ici, on demandait aux populations de participer au conseil municipal de la mairie et de poser les problèmes réels. Si on ne peut pas le faire individuellement, qu'on crée des comités de développement, des associations qui sont comme des représentants des populations, qui vont poser des problèmes des populations et qui doivent participer à la gestion de la cité à travers les conseils municipaux. Donc il faut dénoncer de toutes les façons. Alors, en dénonçant, on s'en va voir la tutelle. Et si la tutelle ne semble pas prendre en compte cela? Très bien. Et c'est justement là la difficulté, parce que nous avons vu au cours de notre développement que la tutelle peut parfois être complice. Donc, il faut dénoncer, ça c'est naturellement, il faut dénoncer. Il faut savoir qu'il y a des mécanismes publics aussi qui sont prévus pour combattre cela, mais il faut surtout sanctionner. Comment la population va pouvoir sanctionner quelqu'un à qui elle a donné son pouvoir pour gérer son devenir, ses biens, et qui ne le fait pas comme dans l'optique de la satisfaction des populations? C'est le sanctionner, c'est-à-dire faire en sorte qu'il ne revienne plus à cette place. Ça, c'est déjà... C'est-à-dire aller le débouter pendant les élections. Tout à fait. De façon claire. Parce qu'ils sont là, ils sont élus, et c'est de cette manière réellement qu'on va les faire partie. Tout à fait. Donc il faut les chasser. Non. On sort donc, on disait, comment se défaire d'une situation pareille? Alors, j'étais en train de dire que se défaire totalement de la gouvernance familiale et ethnique dans les collectivités, ça est très difficile. Mais on peut la limiter, on peut réduire cela à la plus simple expression, c'est-à-dire en adoptant donc les critères de la bonne gouvernance. Qui doit réduire ça à la plus simple expression? C'est ça le problème aussi. Justement, j'ai commencé par dire que l'exécutif, le responsable exécutif, puisque c'est lui qui doit se sentir, puisque c'est lui, nous avons parlé tantôt de sanctions, nous avons parlé tantôt de sanctions, des populations qui peuvent te sanctionner, c'est-à-dire ne pas te reconduire leur confiance. Alors c'est toi qui as besoin de cette confiance, tu as besoin de satisfaire les gens, donc c'est toi qui devrais en premier adopter les mécanismes les plus appropriés pour pouvoir atteindre les objectifs. On suppose que le maire n'est pas dans cette logique d'adopter ce mécanisme, puisqu'il est dans la logique déjà de prendre sa famille et de mettre autour de lui. Et Eros, on sort avec vous. Est-ce que le conseil municipal là n'a pas le pouvoir maintenant de faire asseoir cela? Bien sûr que oui.
Mais sauf que vous allez vous rendre compte que parfois même le conseil municipal est dans ce que j'ai même dit. Non, laissons que le conseil municipal soit dans ce que j'ai même dit. Oui. J'ai dit, est-ce que lui, le conseil municipal lui-même n'a pas le pouvoir de faire le sursoir dans tout cela? Tout à fait, puisque le maire en même temps est d'abord un conseiller municipal. Et il a été élu par les conseillers municipaux pour occuper cette fonction. Les conseillers... Donc le conseil municipal a le pouvoir donc, de stopper cette bêtise, si on peut le dire ainsi. Tout à fait. Très bien. Tout à fait. Merci donc à vous d'être arrivé là ce soir. Nous n'avons malheureusement plus le temps pour poursuivre cette émission. Nous sommes pratiquement à plus de 22 heures, si je ne me trompe pas. Merci donc à vous, Germain Elonguer. Vous êtes de la société civile avec plusieurs casquettes d'ailleurs que je n'ai pas pu citer dans cette mission. Et aussi qu'on a également agro-environnementaliste, lui aussi acteur du développement d'ailleurs, et il est aussi... on va dire, hein, l'un des experts de la décentralisation au Cameroun. Merci à vous, Eros, d'être arrivé ce soir. On attendait Patrick Obam, conseiller municipal, qui nous a fait vos bons ce soir. C'est pas grave, nous avons fait une très belle émission. En tout cas, j'apprécie mon émission moi-même. Si ça fait des jaloux, je suis désolé dans tous les cas. Nous allons apprécier la réalisation de notre ami Paul Icomé, assisté bien sûr de l'ingénieur du son de ce soir, un certain Simo, et toute l'équipe technique d'ailleurs qui les accompagne. Madame, Monsieur, retrouvez ce programme en rediffusion dès vendredi 21h, dimanche 18h et lundi 22h. J'espère vous retrouver la semaine prochaine lorsqu'il sera 20h30, ça sera le mercredi. Nous serons forcément le mercredi, on va dire le mercredi 31. Le mercredi 31 mai 2023 pour un autre programme, une autre thématique, une autre émission, une autre édition également de Regard sur les communes. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt.